Bienvenue sur les cours de Champhy pour un chapitre consacré à la cycloïde, et cycloïde qui est une courbe, la courbe brachistochrone. On en parlera après. D'abord l'étude de la cycloïde qui est connue depuis très longtemps. Elle était connue à l'époque de Galilée, qui a dû travailler dessus, et peut-être même avant. On considère un vélo, il faut imaginer un vélo sur une route plane, enfin plate, horizontale, d'accord, et droite. Et on observe la trajectoire de la valve, par exemple. Eh bien, on va voir que si le vélo se déplace comme ça, la valve va faire ça. D'accord. Alors, c'est ce qu'on va montrer. Donc, on va faire déplacer le vélo vers la droite, peu importe en fait. Au départ, la valve est en 0, au sol. La roue tourne d'un angle θ. Alors en fait, la valve, elle est pas tout à fait au sol, elle est légèrement au-dessus. Donc ça, on peut considérer que c'est à la hauteur de la valve. La roue s'est déplacée de la distance Rθ. Bah oui, effectivement, si je déplace le vélo, cette distance-là, c'est la même que ça, et ça fait Rθ. D'accord? Et donc ça fait que OH égale AH égale Rθ. Le vecteur OA est égal à OH, vecteur OH, plus vecteur H oméga, plus vecteur oméga. Donc Rθ plus, voilà, ça fait toujours coordonnées 0R, et puis oméga A, bah, on projette, donc on projette ici et ici, donc en projetant ici, on voit bien que ça va nous faire du R cosinus, mais on va vers le bas, donc moins R cosinus θ. Et puis ici, quand on projette, bah, ça fait du R sinus, mais comme on va vers la gauche, moins R sinus θ. Voilà, et on obtient ça. Ce qui est remarquable, c'est que ça marche même si θ est négatif, parce que si θ est négatif, bon, bah, la distance, on va la compter négativement, bien sûr. Donc, ça c'est vrai quel que soit θ appartenant à R, et donc une cycloïde, c'est une courbe paramétrée de la forme. Alors parfois on trouve d'autres paramétrages, si on change le paramètre t en pi sur 2 moins t par exemple, ou bien pi moins t, enfin, il y a plusieurs façons, plusieurs paramétrages possibles. On va étudier maintenant le graphe de cette courbe. Alors c'est une courbe qui est évidemment de classe C infini, parce que les deux sont C infini, les deux coordonnées. Donc x de moins t, on remarque que ça c'est impair, donc x moins t est égal à moins xt, et que ça c'est pair, y moins t est égal à y de t. Donc on a une symétrie par rapport à l'axe y. Si on regarde ce qui se passe en t plus pi, en t plus pi, ici ça consiste juste à rajouter r de pi. D'accord, 2pi r. Et puis en bas ça ne change rien. Autrement dit, c'est le point m de t auquel on rajoute ce vecteur. Et là, effectivement, on va étudier ça, puis ensuite, on va faire des translations de... si on prend ce point-là, par exemple, on le retrouve ici, et il va être translaté de 2pi r. De 2pi r, parce que ici, on est en 2pi r. Voilà. Et puis enfin, x de 2pi moins t, bon, je vous laisse vérifier, c'est 2pi moins t, ça introduit un 2pi r, et puis là, ça va être l'opposé, donc 2pi r moins xt. Et puis ici, 2pi moins t, ça ne change rien, ça fait y de t. Donc on a une symétrie par rapport à x égale pi r. Donc on va étudier ça sur 0pi, puisqu'il y a une symétrie. X' est égal à r facteur de 1 moins cosinus t, donc c'est positif. Et y' est égal à R sinus t qui est positif aussi. Alors ils s'annulent tous les deux en 0, et puis Y' s'annule aussi en pi. Donc positif, croissante, positif, croissante. Alors x en 0, il vaut 0. En pi, il vaut R pi. Y en 0, il vaut 0 parce que ça fait 1 moins 1. Et en pi, il vaut 1 moins 1, c'est-à-dire 2 fois R. Voilà. 2 fois R. Donc ça monte jusqu'à 2 fois R, parce qu'après ça redescend. Voilà, donc on construit ça,
Et puis par symétrie, on va construire ça, et puis ensuite on fait les translations, et puis de l'autre côté, par symétrie aussi. Alors on va regarder quand même ce qui se passe en 0, parce que les dérivées sont toutes les deux nulles en 0. Donc on va prendre un développement limité, x c'est r facteur de t, moins et cosinus t, je prends un développement d'ordre 3, et donc j'obtiens après simplification rt au cube sur 6 plus négligeable devant t3. Et pour y, je fais la même chose en remplaçant le cosinus par 1 moins t2 plus négligeable devant t3 parce que le terme en t3 est nul. Et donc ça me fait rt2 sur 2 plus négligeable devant t3. Et je vois que y sur x est équivalent à ça divisé par ça, c'est-à-dire à 3 sur t qui tend vers plus l'infini, ce qui me donne une tangente verticale en l'origine et donc forcément partout ailleurs aussi. Voilà, et donc ensuite, la courbe est tracée. Maintenant, on va pouvoir étudier longueur et R. Longueur d'un arc de cycloïde, c'est-à-dire ça. Donc on a le point M qui est donné par ses coordonnées, T appartenant à R. M est de classe C infini, c'est dérivé. Et on calcule ds sur dt où S c'est l'abscisse curviligne. Donc ça nous fait ça, qui peut se simplifier, qui se simplifie et qui se simplifie. La longueur de l'arc entre t égale 0 et t égale t, c'est L égale somme de 0 à t de 2R valeur absolue de sinus t sur 2 dt. Si t appartient à 0 de pi, le sinus est positif, puisque t va être entre 0 et pi, on obtient ça, qui peut s'intégrer comme ça, et donc il nous fait ça. D'accord? Ça nous fait bien 4R, le moins, donc moins cosinus t sur 2, et puis en t égale 0, ça vaut 4R. Voilà. Donc la longueur de l'arc, si je prends donc t égale 2pi, ça fait cosinus pi, ça fait moins 1, moins 1, ça fait 1, plus 1, 2, fois 4R, ça fait 8pi. Donc la longueur de l'arc, ici, elle est égale à 8pi. L'air sous un arc. Donc cette R, elle est définie par cet ensemble. La surface, le domaine, c'est l'ensemble de tous ces points. Son R, c'est ça. Parce que j'ai Y qui est positif, Y de t est positif, et puis X' de t, X varie de 0 à 2pi. Alors, A de D il va être égal à somme de 0 à 2pi de, alors, Y de t, c'est ça, et X', c'est ça. Donc ça me fait R2, facteur de 1 moins cosinus t au carré. Je mets R2 en facteur, là je développe, ça fait 1 plus cosinus carré moins 2 cosinus t. Cosinus carré, je peux dire que c'est 1 plus cosinus de t sur 2. Et donc ça fait 1 plus ça, moins ça, que j'intègre. Donc je vais avoir du R2. Alors le premier terme, là il va y avoir 1 plus 1 demi. Ça fait 3 demi de R2 multiplié par 2pi. 3 demi de R2 fois 2pi. Plus, et là j'ai R2 qui va être facteur de le cosinus de t sur 2 que j'intègre par du sinus de t sur 4 et du moins 2 cosinus t que j'intègre par du moins 2 sinus t entre 0 et pi. Donc évidemment ça s'annule en pi, ça s'annule en 0. Donc finalement je vais trouver 3 pi R2. Voilà. Pour l'air sous l'arc c'est 3 pi R2. Rayon de courbure maintenant en tout point. Donc, je pourrais appliquer des formules toutes faites, mais je vais détailler un peu. Tangente unitaire t qui est égale à ce vecteur-là divisé par ça. Donc ça fait ça. Ça, je peux l'écrire comme ça. Ça, je peux l'écrire comme ça. Et si je prends t entre 0 et 2pi, la valeur absolue, je peux l'enlever, parce que le sinus est positif. Et je simplifie, et donc ça fait ça. Et donc, ça nous donne une normale. Ça c'est AB, donc la normale c'est moins BA, d'accord? Normale unitaire, tangente unitaire principale, on dit. Et on sait qu'on a dt sur ds égale 1 sur ρ n. Alors ρ c'est le rayon de courbure. Alors dt sur ds, c'est quand je dérive le vecteur t. Donc, alors attention par rapport à s. Donc c'est 1
divisé par ds sur dt, et puis ensuite multiplié par cette dérivée par rapport à t, qui vaut 1 demi cosinus t sur 2, et moins 1 demi de sinus t sur 2. Et 1 sur ds sur dt, c'est 1 sur 2r sinus t sur 2. D'accord? Voilà, alors là aussi, je prends encore t qui est entre 0 et 2pi. Donc ça fait 1, et moi je veux que ça fasse 1 sur ρ n. Eh bien, bon, c'est facile, rien qu'en regardant la première coordonnée, de voir que ρ va être égal à moins 4r sinus t sur 2, et je vérifie que ça marche aussi pour la deuxième coordonnée. Donc le centre de courbure, lui, il est défini par oméga est égal à m plus ρ n. Alors quand je calcule m qui est là, plus ρ, c'est-à-dire moins 4r sinus t sur 2 fois ça, donc ça fait plus, moins 4r sinus t sur 2 fois ça. Donc je vais obtenir ici des simplifications, parce que ça fait du 2r sinus t, plus r sinus t, ça fait moins r sinus t, ça fait plus r sinus t, donc j'obtiens ça. Et puis ça, bah, c'est pareil, parce que 1 moins cosinus t, ça fait du plus 2 sinus carré t sur 2, et donc ça va me faire du moins 2r sinus carré t sur 2. Or ça, c'est pareil que cosinus t moins 1, le tout fois r. Donc ça fait r fois t plus sinus t, cosinus t moins 1. Alors je vais voir maintenant ce que ça représente sur un dessin. Hein. Je rappelle que le oméga, le centre de courbure, si je trace le cercle de centre oméga et puis de rayon ρ, je vais obtenir un cercle qui en M va être tangent à la courbe. Ils auront la courbe et puis le cercle en ce point auront la même tangente. Alors je vais vous montrer sur un dessin ce que ça donne par rapport au vélo qu'on faisait avancer le long d'une route. Une petite remarque sur la courbure. Donc la cycloïde, son centre de courbure qu'on a calculé, le milieu I de oméga m s'obtient en ajoutant les coordonnées en divisant par 2, on va trouver RT est 0. Or RT, ça correspond à l'endroit où se trouve le bas de la roue quand la roue se déplace vers la droite. Cette distance-là étant égale à celle-là. Ça, c'est RT. D'accord? Donc en fait, j'ai M, à un moment donné, j'ai ma valve qui est là, sur la cycloïde. Donc ça, c'est ma roue de vélo. Et si je prends ça, I est le milieu de M oméga. Oméga, c'est le symétrique de M par rapport à I. Alors tout ça, ça se déplace. M, I et puis oméga, tout ça, ça se déplace par là, bien sûr. Donc, le cercle, on voit que le cercle de courbure, enfin je rappelle que le cercle de courbure en n de t est tangent à la cycloïde. Alors le cercle de courbure, je prends le centre oméga, je trace un cercle de rayon, tout ça, ça c'est ρ, d'accord, en valeur absolue, et il est tangent lui aussi à la tangente à la cycloïde, d'accord, et donc à sa tangente m. Le centre est oméga t, donc le rayon c'est ça. Alors j'observe que le rayon, je l'avais calculé, il était négatif en fait. C'est pas un problème, alors on aurait pu prendre un rayon positif, mais ici le centre est négatif, mais n, vous regarderez les coordonnées, n il est tourné, c'est normal d'ailleurs parce que t est comme ça, n pour que ça soit direct, il est tourné vers l'extérieur. Donc multiplié par ON, ça va être tourné par là. Et c'est pour ça que je trouve que oméga est là. Donc en fait, ρn s'est tourné vers la concavité de la cycloïde, ce qui est tout à fait normal. Voilà, je voulais juste faire cette observation sur le rayon de courbure de la cycloïde. Avant d'étudier
la courbe brachistochrome, hein, j'ai du mal à le dire, histoire de nous refamiliariser avec les lois de la mécanique, nous voyons d'abord le déplacement d'un point matériel sur un plan incliné. Donc on a un point matériel qui glisse sans frottement d'un point haut vers un point A. Donc on imagine ça, c'est une droite. Vitesse nulle en haut au temps t égale 0. Et on va chronométrer le temps qu'il met pour arriver à A. Donc si les coordonnées du point A sont petit a et petit h dans ce repère, l'équation de la droite au A, c'est y égale h sur ax. Tout simplement parce que, donc avec n qui a comme coordonnées xy, tout simplement parce que xy est collinéaire à ah. Donc, le point M, à tout moment, il a des coordonnées x de t, y de t, et y de t va être égal à h sur a x de t. X, c'est une fonction deux fois dérivable pour qu'on puisse calculer la vitesse, qui est donc égale à ça, et l'accélération, qui va être égale à ça. M est soumis à l'attraction terrestre, mg, et à une force de résistance R, qui est orthogonale à sa trajectoire, donc à AB. Donc mg, je peux le décomposer en F1 plus F2, suivant cette droite-là et puis la perpendiculaire. Et je sais que mg plus r est égal à m gamma, et donc f1 plus f2 plus r est égal à m gamma. Sauf que f2 plus r, f2 et r sont orthogonaux à OA, f1 est collinéaire à OA, et gamma est collinéaire à OA. Donc ça veut dire que ça fait 0, et que f1 est égal à m gamma. F1 c'est la projection orthogonale de mg sur OA, et donc f1 est égal à mg scalaire u, où u est le vecteur unitaire ici, donc c'est-à-dire ce vecteur-là. Voilà. Donc alors comme g a pour coordonnées 0g, quand je calcule, ça me fait donc que mg sur racine carrée de a2 plus h2, donc mgh sur ça c'est le produit scalaire, c'est ça, et fois le vecteur u, c'est ça, est égal à m x seconde y seconde, et donc ça équivaut à dire que mgh sur, alors je peux diviser par m des deux côtés, donc gh a sur a2 plus h2 est égal à x seconde. Voilà. Et donc x' de t va être égal, ça c'est une constante lambda, donc lambda t plus k, mais comme en t égale 0, j'ai la vitesse qui est nulle, donc ça veut dire que k est égal à 0, donc x de t est égal à lambda t, que j'intègre, lambda t2 sur 2 plus mu, mais en t égale 0, x est en haut, et donc mu est égal à 0, et donc x est égal à lambda t2, où lambda est égal à gha sur... alors là, je vais intégrer ce 2 sur 2 facteurs de A2 plus H2. Le temps mis pour aller de O à A est donc donné, pour aller de O à A, c'est quand x vaut petit a. Donc c'est à ce moment-là, ça correspond à A égale lambda, c'est-à-dire GHA sur 2A2 plus H2, T2. D'accord? Donc je simplifie par A et je prends la racine carrée, donc ça me fait T est égal à racine de 2 facteurs de A2 plus H2 sur GH. Voilà. Donc le temps mis pour aller de O à A. Alors le cas particulier d'un angle ici de 45 degrés, une pente à 45 degrés, donc c'est quand A est égal à H. Et bien, quand A est égal à H, ici ça va faire 2H2, ça va faire 4H2 sur H, ça va faire 4... alors je sors le 4, ça va faire 2. Et puis il va me rester H en haut, donc H sur G. Donc ça fait T égale 2 racine carrée de A, enfin A c'est pareil que H ici, sur G. Voilà. Voilà l'étude dans le cas où on se déplace sur un plan incliné. Dès que le plan n'est pas incliné, c'est beaucoup plus compliqué. Les équations qu'on obtient sont plus compliquées. Alors on va regarder
quelle est la courbe y égale f de x qui permet d'optimiser le temps pour aller de O vers A. Donc, et on va voir que c'est une cycloïde. On en vient maintenant à l'étude des courbes brachystochrones, c'est-à-dire qui vont permettre à notre point d'aller le plus vite possible en temps de O vers A. Quelle est la meilleure courbe qui convient? Brachystos le plus court, chronos le temps, ça vient du grec. On cherche une courbe y égale f de x avec f qui est croissante, dérivable parce que quand on fait de la mécanique, il faut pouvoir parler de vitesse, d'accélération. Donc au moins une fois dérivable, même 2 fois dérivable, c'est encore mieux. M a pour coordonnées x de t et y de t égale f de x de t. Donc x est évidemment croissant. Donc on va demander à x et puis à f d'être dérivable. Et même 2 fois dérivable. Si on s'y prend comme comme précédemment quand la courbe était une droite, on pourrait écrire gamma qui a pour coordonnées x seconde de t et y seconde de t, et puis dire que m gamma est égal à la somme des forces. Mais ça nous amènerait tout de suite à des équations différentielles du second ordre qui ne sont pas faciles à résoudre. C'est pour ça qu'on va appliquer une autre méthode avec l'énergie cinétique. Alors l'énergie cinétique instantanée, c'est ça, d'accord? Donc en 0, par exemple, elle vaut 0 puisque la vitesse est nulle. Et donc ici, l'énergie cinétique, v au carré, ça fait x'2 plus x'2 f' de x de t au carré, et donc ça fait ça. Alors, le travail des forces entre l'instant 0 et l'instant grand t, c'est la somme des f de t, v de t, et comme f est égal à m gamma, et que gamma c'est la dérivée de v, quand on intègre, ça fait m sur 2 v de t au carré. Et donc ça fait, en t, ça fait l'énergie cinétique en t moins l'énergie cinétique en 0. Ça s'appelle ça le théorème de l'énergie cinétique. C'est-à-dire que le travail des forces est égal à m entre 0 et t, entre les temps 0 et t, est égal à la différence des énergies cinétiques. Ici, il y a 2 forces, mg puis la résistance, mais la résistance, elle est orthogonale à la tangente. D'accord? Donc elle est orthogonale au vecteur v qui est porté par la tangente. Ça c'est facile de voir que v est porté par la tangente. Il suffit de mettre x'(t) en facteur, c'est 1, et puis f' de x de t. Bon, ça c'est exactement la tangente. Parce que la tangente en un point de coordonnées x, y, c'est 1 f' de x. Donc ici, c'est ce que je viens de dire ici. Donc je vais avoir r scalaire v qui est égal à 0, et donc le travail des forces, c'est cette seule force-là, mg. Donc ça revient à faire somme de 0 à t de mg v de t dt. Or ça c'est égal, je peux mettre le vecteur mg en facteur, somme de vecteur dm sur dt qui s'intègre en m, et donc ça fait mg vecteur om. Alors sous-entendu, om en t bien sûr. Alors le vecteur g, voilà ses coordonnées, le vecteur om c'est ça, donc le produit scalaire mg scalaire om, ça fait g f de x de t. Donc, alors comme c'est multiplié par m, ça fait mg f de x de t. D'accord? Et ça doit être... Alors ce que je viens de calculer là, c'est en fait... c'est le travail des forces. Donc c'est W, c'est WT. Voilà. Et ça doit être égal à m sur 2 x' de t au carré, l'énergie cinétique que j'ai calculée entre 0 et t. Voilà, entre 0 et t, c'est ça. Et puis ça s'appelle l'énergie potentielle, en fait, parce que c'est mgh, c'est-à-dire la différence de hauteur. Donc ça, c'est énergie potentielle. Énergie potentielle. Voilà. Alors, si j'appelle grand T le temps qui est mis pour aller de 0 à A, eh bien je vais avoir quoi? Alors de cette équation, je peux en déduire que en faisant passer, en divisant par f de x de t, à condition que t soit strictement positif, comme ça x sera strictement positif
et y aussi, eh bien je vais obtenir 2g, je peux diviser par m, et je prends la racine carrée de 2g. Donc ça va être racine carrée de ça, qui est positif, il n'y a pas de problème, et f est positif aussi. Donc j'obtiens ça, à chaque fois que t est strictement supérieur à 0. D'accord? Et donc j'ai dit que t, c'était le temps pour aller de O à A. Je vais intégrer ça entre 0 et t. Alors, cette intégrale, elle existe, hein, elle fait t racine de 2g. Alors, celle-là, il faut bien voir que le temps, là, il tend vers 0, c'est une intégrale impropre, parce que quand t vaut 0, f de x de t vaut 0 aussi. Alors, on admet qu'elle est quand même convergente, parce que là, ça existe, et qu'on a affaire à des éléments qui sont tous positifs. Donc, on va admettre qu'elle est convergente, et on peut faire le changement de variable, grand X égale x de t. Et comme ça, ici, je vois apparaître le dx 1 plus f' de grand X sur f de x, f' de grand X au carré, hein, bien sûr, dx. Alors, et que vaut grand X en 0? Ben, il vaut x de 0, c'est-à-dire 0. Et que vaut grand X en t? Ben, il vaut grand X de t, mais grand X de t, ça fait a. Donc, ça nous fait somme de 0 à a. Et donc, voilà le temps qu'il faut au point pour passer du point O au point A. Et nous, ce qu'on veut, c'est minimiser cette intégrale, finalement. Donc, on veut que ça soit le plus petit possible. Eh bien, il y a un théorème dû à Euler et Beltrami qui dit que ça, cette intégrale, va être le plus petite possible si f est solution de cette équation différentielle y facteur de 1 plus y' au carré est égal à une constante. Bon, ça, ce lien entre ça et puis ça, je ne sais pas si je vais le faire, peut-être à la fin du chapitre, mais c'est pas sûr. Par contre, on peut résoudre cette équation différentielle et montrer qu'à ce moment-là, la fonction que je cherche est une cycloïde. On va résoudre maintenant cette équation différentielle. On cherche y positif quand x est positif, donc c est positif. 1 plus y'2 fait penser à arc tangente y', on pose θ de x égale 2 arcs cotangentes de y'. Ce qui fait que y' égale cotangente de θ sur 2. Bon, ça veut dire notamment que le θ sur 2, pour qu'on puisse prendre la cotangente, cotangente qui est égale à cosinus sur sinus, il ne faut pas que le sinus s'annule. Donc ça veut dire que le θ sur 2 ici, il va être entre 0 et pi. Ce qui n'est pas un problème parce que ça fait θ entre 0 et 2pi. 1 plus y' au carré est égal à 1 plus cotangente carré θ sur 2 égale 1 sur sinus carré θ sur 2. Et donc y égale, puisque je vais remplacer ça par ça, ça fait y égale c sinus carré θ sur 2. Donc y' va être égal, je dérive c θ' de x, θ est une fonction de x, multiplié par 2 sur 2 sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2. Et donc ça fait y' égale, alors y' est égal à cotangente θ sur 2, donc ça va être égal à ça, d'où je déduis que 1 est égal à cθ' sinus carré θ sur 2. C'est-à-dire cθ' facteur de 1 moins cosinus θ sur 2. Je rappelle, θ c'est une fonction de x. Donc, quand j'intègre, ça fait x égale c sur 2 θ, d'accord, moins c sur 2 sinus θ, plus une constante, mais c'est une constante qui vaut 0 parce que en x égale 0, j'ai besoin d'avoir y égale 0, donc sinus θ égale 0, donc θ égale 0. Donc k va être 0. Et donc j'obtiens que x est égal à c sur 2 θ moins sinus θ. Et y, lui, y il est égal à c sinus carré θ sur 2. D'accord? Et ça fait c facteur de 1 moins cosinus θ sur 2. Donc j'obtiens ce résultat qui montre bien que la courbe est une cycloïde. Là, je rappelle, θ dépend de x, mais ce n'est pas un problème. Là, j'ai l'équation d'une cycloïde. Vérification. Eh bien, si je prends donc θ qui dépend de x,
y' de x va être égal à c sur 2 θ' sinus, sinus θ. Et quand je dérive ça, 1 égale c sur 2 θ', facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, en multipliant par 1 plus cosinus θ, j'obtiens 1 plus cosinus θ égale c sur 2 θ', facteur de 1 moins cosinus carré θ qui fait sinus carré θ. Donc, 1 plus y'2 est égal à 1 plus c2 sur 4 θ' carré sinus carré θ. Je remplace c sur 2 θ' sinus carré θ, je le remplace par 1 plus cosinus θ. Et donc ici, ça me fait qu'il me reste c sur 2, il me reste un θ' et j'ai ça. 1 plus y' au carré, y2, y, je multiplie donc ce truc-là par y, mais y, lui, il valait ça, c sur 2, 1 moins cosinus θ, et je mets c sur 2 en facteur, et je développe, ça fait 1 moins cosinus θ, plus c sur 2, θ', 1 moins cosinus θ facteur de 1 plus cosinus θ qui fait ça. D'accord? Donc ça fait c sur 2, 1 moins cosinus θ, plus, alors là, mon c sur 2, θ' sinus carré θ, ça vaut 1. D'accord? Donc ça fait bien c sur 2 facteur de 1 moins cosinus θ. Et alors, θ' sinus carré θ, c sur 2, j'ai dit que ça valait 1 plus cosinus θ, pas 1, ça vaut 1 plus cosinus θ. Donc après, je simplifie, ça fait 2, il y a sur 2, donc ça fait c. Et donc j'obtiens que 1 plus y'2, y est bien égal à c, et c'est gagné. Alors, quelques petites remarques. Y0 égale 0, donc cosinus θ0 égale 1 et θ0 égale 0, c'est ce que j'ai dit avant. X de 0 est égal à c sur 2, θ0 moins sinus θ0, bon, bah, ça fait bien 0, tout ça. dm sur dt, alors, dm sur dt, alors là, j'ai mis comme variable t. Bon, c'est-à-dire que là, je suppose que le θ dépend de t au lieu de dépendre de x. C'est parce qu'il dépendra de t tout à l'heure, c'est pour ça. Donc c'est pas un problème. Hein. C sur 2 θ' de t. Hein, ça c'est quand je prends comme équation x égale c sur 2 θ de t moins sinus θ de t. Bon, ça fait θ' de t, facteur de ça. Et pour le temps t égale 0, bah, ça fera quoi? Bah, en t égale 0, comme θ vaut 0, ça vaut 0 ici. Et comme θ de t vaut 0, bah, ça vaut 0. D'accord? Voilà. Et donc j'obtiens ici que la vitesse est bien nulle au départ. Bon, bah, ça c'est. Je voulais effectivement avoir une vitesse nulle au départ. Alors le problème que l'on se pose maintenant, c'est combien existe-t-il de cycloïdes partant de O qui passent par le point A dont on a donné les coordonnées A et H. Alors on retourne le problème pour y voir plus clair comme ça. Voici les équations de la cycloïde, elle doit passer par A, donc on a ça. Pour θ0, je recherche entre 0 et 2π. Donc je recherche θ0 tel que l'on est ça. Alors je note que si on dispose de θ0, on a aussitôt R qui va être égal à H sur 1 moins cosinus de θ0. Par ailleurs, 2R doit être supérieur ou égal à H, on a étudié déjà la cycloïde. A doit être compris entre 0 et 2πr, donc R va être supérieur ou égal, va être au sup de H sur 2 et de A sur 2. Alors, θ0 que je recherche ici, il doit vérifier A sur H égale θ0 moins sinus θ0 sur 1 moins cosinus θ0. Et donc, en fait, si je l'appelle lambda, ce truc-là, je cherche θ tel que lambda fois ça est égal à ça. Donc, je considère cette fonction f de θ et je cherche quand est-ce qu'elle s'annule sur 0 de pi. f' de θ est égal à ça, et je peux factoriser en disant que ça, c'est 2 sinus carré θ sur 2,
et que ça c'est 2 sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2. Donc ça me fait ça. Je remarque que ça c'est supérieur ou égal à 0 parce que θ sur 2 est entre 0 et pi. Et puis que ça, au moins un voisinage de 2pi. Sinus va être au voisinage de 0 et au voisinage de pi, le cosinus, le θ sur 2 va être au voisinage de pi. Donc ça va être moins lambda fois moins 1, ça va être positif au voisinage de pi. Ça va me servir après. Ça s'annule si θ égale 0, 2pi, ou bien si ça c'est nul, c'est-à-dire tangente θ sur 2 est égal à lambda, ce qui me donne une unique solution, θ sur 2 égale arc tangente lambda, que j'appelle donc à ce moment-là θ égale θ1, qui appartient à 0 pi sur 2, donc θ1 appartient à 0 pi. Je n'ai pas d'autre solution de toute façon au-delà de pi, parce qu'au-delà de pi, ça va être la tangente d'un nombre qui sera entre pi sur 2 et puis pi, et à ce moment-là, la tangente est négative. Et donc, elle ne peut pas être égale à lambda. Donc, j'ai trouvé une solution θ1, f' s'annule ici, d'accord. Avant, c'est négatif parce que j'ai vu que là, c'était positif. Alors, au voisinage de 0, ça, c'est au voisinage de 1, donc ça fait moins lambda, donc c'est négatif. Au voisinage de 2pi, j'ai vu que c'était positif, et de toute façon, f' de pi est égal à 2. Donc, ça fait moins 0 plus. Là, ça décroît vers un nombre négatif, ça remonte en 2pi. Je vois bien qu'il y a une unique solution θ0. Donc, un seul grand R, et donc, pareil étant donné, une seule cycloïde qui passe par A. Je sais que le temps mis pour aller de O à A est égal à ça, on l'a déjà démontré, comme 1 plus y'2 fois y est égal à 2r, ça me fait t égale 1 sur racine de 2g. Je peux remplacer ça par 2r sur y, et donc ça fait racine de 2r sur racine de y au carré, et comme y est positif, ça fait ça. Par ailleurs, dx sur les θ est égal à r facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, changement de variable, je passe de x à θ. Et donc, je vais avoir, parce que y est égal à r facteur de 1 moins cosinus θ, ça se supprime, ça. Et donc, je vais avoir dθ que j'intègre entre quoi? Entre 0, parce que quand x vaut 0, ça correspondait à θ égale 0. Et là, le θ, il correspond à quoi? J'arrive en A, il correspond à θ0. L'unique θ0 que j'ai trouvé. Et donc ça cette intégrale vaut θ0, et donc j'obtiens ça. Voilà. Le temps est égal à ça. Bon, ça ne me sert pas à grand chose, parce que calculer θ0 c'est compliqué, calculer R c'est compliqué. Bon, une fois qu'on a θ0, ça va pour R. Mais calculer θ0, θ0 on va l'avoir en fait par des méthodes approchées ou en utilisant l'informatique. Mais on ne va pas l'avoir rigoureusement, c'est pas évident. Voilà, je note aussi que θ0 est supérieur à pi, si et seulement si f de pi est négatif, bien sûr, et f de pi c'est pi moins 2 lambda qui doit être négatif, c'est-à-dire lambda supérieur à pi sur 2. Et dans ce cas-là, ça veut dire que A sur H va être supérieur à pi sur 2. Et dans ce cas-là, mon θ0, c'est après pi. Pi, c'est quand c'est tout en bas de ma cycloïde, ici, et donc ça veut dire qu'il y a une remontée. Voilà. Et donc à ce moment-là, quand A sur H est supérieur à pi sur 2, eh bien il va y avoir une remontée. Ça n'empêchera pas que c'est quand même la courbe qui permet d'aller au plus vite entre 0 et puis A. Alors si A sur H est supérieur à pi sur 2, là par contre si A sur H est supérieur à pi sur 2, il n'y a pas de remontée.